Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Mondial de l'Auto que Watch vous fait vivre chaque soir à 21 h jusqu'au 14 octobre au plus près de l'actualité du salon, des nouveautés, des concepts et de tout ce qui roule. Le garage s'est donc installé au cœur du Mondial, ici porte de Versailles. Un mondial qui fête ses 120 ans et il en sera beaucoup question ce soir. Et un mondial qui s'ouvre aussi aux innovations et aux nouvelles mobilités. Il en sera question avec mes deux invités ce soir. Tout d'abord Sébastien Lepolès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de FlexFuel. Tout à fait. Vous me dites en deux mots ce que c'est FlexFuel? Alors FlexFuel, c'est une société qui est spécialisée dans l'économie de carburant et la baisse des pollutions des véhicules, donc voitures notamment jusqu'au bus. J'ai l'impression que c'est dans l'ambiance du moment et dans le thème. On fait ça depuis quand même plus de 10 ans aujourd'hui, mais ça arrive effectivement dans le thème. Et puis Pierre Hinault, vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, bonsoir, directeur commercial d'EasyWatt, c'est ça? Exactement. Et EasyWatt? Alors EasyWatt, c'est une entreprise qui s'est montée en début d'année 2018 et qui est sur le créneau du tout électrique au niveau des scooters, trottinettes et vélos à assistance électrique, voilà, plutôt dans le mood du moment. Donc c'est votre premier mondial? Exactement, je suis le petit novice de la bande. Le start-upper? Exactement, start-upper breton et fier de représenter EasyWatt ici avec cette nouvelle technologie et puis une vision électrique du développement durable. Vous êtes installé où en Bretagne? À Lannion, dans les Côtes d'Armor. À Lannion, d'accord. Et enfin, mon éminent confrère, Christophe Bourgeois, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Christophe qui dirige ici la publication du quotidien du mondial. Exactement, je m'occupe donc avec toute une équipe du quotidien du mondial qui est, comme son nom l'indique, un quotidien, donc tous les jours un nouveau contenu qui retrace en fait toutes les informations, tout ce qu'il y a à voir sur le salon, et on est là pour la durée du salon. On tire à 350 000 exemplaires et chaque jour, alors pas chaque jour, sur la durée. Ouais, les tirages en fait sont équilibrés en fonction des jours. Il y en a plus le week-end, mais tous les jours, à chaque fois que les visiteurs viennent, ils ont le journal avec le contenu et tout ce qu'il y a à voir sur le salon. Si on veut tous les numéros, il faut s'abonner. On passe nous voir à la fin du salon et on les donne avec plaisir. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une seconde. Voilà, donc retour sur le plateau de Watch ici au Mondial. Sébastien Lepolès, je vais commencer par vous. Vous allez donc FlexFuel, vous me dites que vous êtes spécialiste dans l'économie de carburant depuis combien de temps déjà? Depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ici, vous présentez un petit boîtier de conversion, si j'ai bien compris. Expliquez-nous ce qu'est votre produit. Alors le produit qu'on présente cette année au salon, c'est un produit qui a un boîtier éthanol, un kit de conversion éthanol qui permet de transformer les véhicules essence pour rouler au super éthanol E85. C'est un carburant que l'on trouve en station-service et qui coûte 68 centimes d'euros. La nouveauté de cette année, pourquoi est-ce qu'on présente exclusivement ce produit, c'est qu'il a été homologué dans un arrêté par le gouvernement, permettant d'avoir des avantages très intéressants, notamment la carte grise gratuite pour toutes les personnes qui installeraient ce type de boîtier. Alors vous dites la carte grise gratuite, en général, quand on a acheté sa voiture, on a déjà payé la carte grise. Comment ça se passe si j'ai une voiture d'occasion que j'installe ce boîtier? Alors, il y a deux solutions. Soit vous possédez déjà le véhicule, auquel cas on fait simplement l'installation du boîtier pour vous permettre de faire des économies, ce qui est déjà très intéressant. Ouais. Si vous faites entre 1000 et 2000, voire 3000 euros d'économies par an, plus vous roulez, plus vous faites d'économies. Par an, ouais. Par an, tout à fait. Et si c'est un véhicule que vous venez d'acheter ou que vous allez acheter, avant d'acheter votre véhicule, vous commandez votre boîtier auprès de votre installateur qui fera toutes les modifications et vous ne paierez pas la carte grise de votre véhicule. D'accord. Alors, Pierre Hinault, on va parler aussi, on va présenter un petit peu votre entreprise. On va faire comme avec Sébastien, il n'y a pas de raison. Bien sûr. Donc EasyWatt, start-up bretonne. Alors, vous avez un stand juste à côté du nôtre d'ailleurs. Exactement. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est deux roues, c'est ça? Alors ça va quoi? De la trottinette au scooter? Voilà, alors effectivement, on est spécialisé sur le deux roues, 100% électrique. Donc on va aller de la trottinette au vélo à assistance électrique, VAE, et ensuite sur le scooter, équivalent 50 cm3 jusqu'aux 125 cm3. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici? Est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Puisque c'est une première. Alors c'est une première pour EasyWatt, comme je vous disais tout à l'heure, on a monté l'entreprise en début d'année. Moi je viens de rejoindre l'équipe de cette entreprise sur ce nouveau challenge, et c'était vraiment la volonté de l'entreprise d'être présent sur le salon pour pouvoir communiquer sur nos nouveaux moyens de locomotion et sur cette alternative aujourd'hui qui est l'électrique dans un monde qui change, avec des gens qui prennent de
plus en plus conscience qu'il y a une dimension écologique à avoir en tête. Et aujourd'hui, voilà, on a une alternative électrique et on souhaitait la présenter au plus grand nombre. Et le Mondial de Paris, pour nous, était une façon d'être représenté le plus efficacement possible. Christophe, l'électrique, évidemment, on en parle dans l'auto depuis longtemps. C'est une tendance ici au mondial c'est vraiment une tendance parce que sur les autres, sur les deux roues. Sur les deux roues, partout, il y a beaucoup de choses qui sont présentées sur les deux roues en électrique. Alors, on se dit, on comprend sur une voiture, sur une moto peut-être encore un peu moins parce que déjà les batteries, ça prend de la place. Et puis la moto, il y a l'aspect de vitesse. Mais malgré dans le domaine des deux roues, les constructeurs de motos s'y mettent de plus en plus. Et puis ce qui est intéressant sur ce salon aujourd'hui, c'est plus simplement le salon de 4 roues, si j'ose dire, mais c'est presque tout ce qui roule. Alors ça a 2, ça a 3, ça a 4 roues. J'ai pas encore vu du 5 ou 6 roues, mais j'ai peut-être pas bien regardé. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce salon et dans cette édition. Et j'encourage vraiment les gens à venir, c'est que ça transcende, ça va au-delà, et qu'on dit sa mobilité, c'est vrai que c'est parfois un peu un mot galvaudé, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et bien, le fait de venir au mondial de l'automobile, qui s'appelle aujourd'hui finalement le mondial Paris Motor Show, et ben, on s'aperçoit que c'est tout ce qu'il y a sur la mobilité, avec tout ce qui nous permet de déplacer, on peut le voir ici. Alors il y a les vélos, on peut faire des économies, de carburant, il y a plein de choses. Ce que je vous propose, puisque finalement on n'est jamais mieux servi que par le maître lui-même, on a enregistré il y a quelques heures de ça une interview du patron du mondial, son commissaire général, Jean-Claude Diraud. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Jean-Claude Diraud, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Diraud, déjà j'ai envie de vous demander comment ça va après cette première journée de salon? Très bien. Oui, en forme. C'est un salon qui est un petit peu né dans la douleur, on va pas se mentir. C'est aussi pour ça que je vous pose cette question. C'est les 120 ans du mondial. Il y a eu beaucoup de défections, mais heureusement il y a aussi beaucoup de marques qui sont là. Et les marques qui sont là, elles sont là avec beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés mondiales, des stands renouvelés, des stands modernisés, comme le mondial. Ça a été dur de le monter, effectivement. Certains n'y croyaient peut-être pas. Mais nous avons réussi à le modifier, non seulement le mondial de l'auto, mais tous les événements qu'il y a autour, et qui nous apportent beaucoup d'autres visiteurs, presse, qui ne viendraient pas à un salon de l'auto ordinaire, je dirais, même si Paris n'a jamais été ordinaire. Alors on va le rappeler, il y a 4 mondiales dans un mondial cette année. Donc il y a le Mondial Tech, qui est un salon très professionnel, on va en toucher 2 mots. Le mondial de l'auto, bien sûr, toujours là, auquel on a greffé le mondial de la moto. Et puis il y a la mobilité, qui sont finalement... expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce mondial de la mobilité qui vient par-dessus les... Ça vient par-dessus, et en plus c'est entre les pavillons de l'auto et de la moto. Parce que la mobilité aujourd'hui, il y a beaucoup de vecteurs, y compris le vélo électrique. Donc il y aura le mondial de la mobilité avec des essais de vélo électrique, des pistes, et ça va jusqu'au transport en commun. Et le mondial de la mobilité, c'est pour montrer aussi des entreprises qui font partager une voiture, par exemple, ou qui peuvent permettre de trouver une route, de trouver un parking, donc ou qui puissent acheter, donc via les banques, ou louer une voiture. Donc tout ce qui a trait à la mobilité et qui ne montre pas de voiture. Alors, il y a un mot qui revient beaucoup dans ce mondial, c'est innovation. Nous, c'est un mot qui nous va bien parce qu'on est la chaîne de l'innovation. Mais alors, racontez-moi un petit peu, comment est-ce que vous avez fait venir les technologies au mondial de l'auto? Ça vient de loin, cette idée, finalement? Ça vient de loin, ça vient d'il y a 2 ans. On a décidé effectivement de changer un peu le format de ce mondial. Et donc innovation, d'abord je voulais innover sur le mondial par lui-même, par l'organisation. C'est pour ça qu'on a créé ces nouveaux événements. Et l'innovation aujourd'hui est au cœur de la technologie ou des technologies de la mobilité et des voitures. On fête les 120 ans du mondial. Il y avait des pionniers, ils ont créé des voitures. Aujourd'hui, les constructeurs que nous connaissons, même avec des nouveaux arrivants, il y a un constructeur vietnamien qui n'existait pas et qui existe. Donc il y a des nouveaux pionniers qui se lancent, et même nos marques très connues sont pionnières dans l'innovation. Et on le voit bien dans ce salon, les présidents d'ailleurs l'ont expliqué hier justement dans Tomorrow in Motion, ont expliqué comment ils voient eux la mobilité de demain. Et certains présidents disaient qu'on est à un renouveau et les recherches et développement dans le domaine automobile est plus développée que dans d'autres domaines.
Donc on est vraiment un renouveau de cette voiture avec des technologies fantastiques, parce qu'une voiture ce n'est plus seulement, je dirais simplement, un moteur, une transmission et 4 roues. Oui, aujourd'hui c'est l'intérieur qui est renouvelé. L'informatique embarquée aujourd'hui dans les voitures, c'est quasiment celle d'un supercalculateur pour simuler des explosions atomiques. Exactement. Voilà, donc exactement. Monsieur Carlos Ghosn l'a très bien expliqué hier. Et effectivement, c'est tout ça. Donc, dans une voiture aujourd'hui, on a l'équivalent de plusieurs gros ordinateurs qu'on a connus il y a 20 ans. Il y a 120 ans, le premier salon de l'automobile se tenait au Jardin des Tuileries. Oui. On y était il y a quelques jours, en tout cas juste à côté, pour une grande parade. La parade du mondial, la parade des 120 ans, il y avait des choses absolument extraordinaires. Moi-même, il y a des marques que je ne connaissais pas, que j'ai vues des véhicules assez extraordinaires. Comment est-ce que ça a été possible de créer cet événement au cœur de Paris aujourd'hui? Paris qui, on ne va pas se mentir non plus, une ville un petit peu autophobe, mais je dis un petit peu pour être sympa, mais est-ce que ça a été facile de créer cet événement et comment est-ce qu'il a été reçu? Comment est-ce que vous avez été reçu à la mairie de Paris quand vous avez dit on veut créer cet événement avec 250 voitures de toutes les époques qui vont parader dans Paris? Bah écoutez, très bien. Ouais. Très bien. Bon, c'est vrai que lorsque j'ai eu cette idée de fêter les 120 ans, parce qu'il faut fêter les 120 ans, d'abord je ne pourrais pas fêter les 150, donc il faut bien s'arrêter à quelque chose, mais 120 ans c'est important parce que, comme on le disait, c'est l'année de l'innovation et de la rénovation et de la révolution de l'automobile. Donc c'est bien de passer, il faut toujours se rappeler du passé pour mieux aborder l'avenir. Et donc je me suis dit revenir sur les lieux où est née l'automobile, créée par l'Automobile Club de France, parce que c'est l'Automobile Club de France qui a créé la première exposition internationale d'automobile, comme ça s'appelait à l'époque, dans le Jardin des Tuileries. Après, ça a émigré pendant 60 ans au Grand Palais. Donc à 2 pas aussi, et tout le monde connaît cette place fabuleuse de Paris, la Concorde. Il y a des monuments fantastiques, il y a des vues fantastiques, donc je me suis dit, il faut qu'on fasse ça à la Concorde. Donc je suis allé voir le cabinet de Madame la maire de Paris. Au départ, il y avait peut-être quelques difficultés parce que la journée sans voiture avait été programmée pour 2018, justement ce dimanche dernier. Bon, mais ça très vite, ils ont compris pour magnifier ce salon qui fait retentir le nom de Paris dans le monde entier, et on est tous fiers de ça. Donc ça n'a pas été difficile, et Madame Hidalgo, que je remercie, a accepté quasiment tout de suite de faire cette exposition de parade, que je continue à avoir un centre d'essai pendant du 4 au 14 octobre avec des véhicules propres. Alors c'est des véhicules propres, donc on va dans le même sens, mais tous les constructeurs vont dans le même sens. Je pense que entre la mairie de Paris et les constructeurs, avec plus de dialogue, tout le monde arriverait à mieux se comprendre. Et je pense que pour vous, c'est ça, c'est vraiment, je pense que les gens ne se parlent pas assez, et les points de friction finalement ils sauteraient si on se parlait plus. Mais oui, parce que tout le monde, les constructeurs le montrent avec les produits qu'ils présentent. Tout le monde veut moins de pollution, tout le monde veut éviter les embouteillages. Donc, il ne faut pas prendre des décisions qui, justement, multiplient les embouteillages. Donc, mais je pense que j'ai toujours été partisan d'un dialogue. Quand il y a un dialogue entre des gens de bonne composition et intelligents, on arrive toujours à trouver une solution. Donc, il faut éviter les points de friction. Et là, d'avoir obtenu la Concorde, encore une fois, je suis très content. Madame Hidalgo est venue parler hier pendant Tomorrow in Motion pour nous donner sa vision. Donc tout le monde ne la partage pas. Moi, ce n'est pas mon propos. Moi, je suis l'organisateur du plus grand salon automobile du monde et un des plus grands salons avec l'agriculture à Paris. Donc je ne rentre pas dans les considérations mais je veux magnifier Paris, je veux magnifier la région Île-de-France et magnifier la France, ce que j'ai bien expliqué à Monsieur le Président de la République et qui l'a bien compris lui aussi. Et c'est ça le but, c'est qu'on était en danger quand même, parce que tout le monde disait justement tel ou tel constructeur ne veut plus venir à Paris, etc. Bon, on était en danger, donc il faut sauver ce beau salon. On était les premiers au monde. Donc on ne va pas être les premiers à disparaître quand même. Donc j'ai le goût du challenge, j'ai le goût de la compétition. Donc j'aime bien quand il y a la compétition et quand on me challenge, je vais encore plus fort. Et c'est pour ça que quand j'avais dit il faudra avoir la Concorde, j'ai dit on l'aura. Et grâce à Madame Hidalgo, grâce à ses services, grâce à son conseiller que je remercie, Serge Auru, nous avons eu la Concorde et cette bonne entente. Parce que tout le monde aujourd'hui, enfin depuis dimanche, depuis la parade,
on me félicite pour l'instant, j'attends pas que les félicitations, mais parce que dès qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas, je sais que ça tout le monde va tomber dessus. Mais aujourd'hui, tout le monde se félicite et j'ai vu plusieurs constructeurs aujourd'hui qui m'ont dit on est super content d'être là parce que on participe ensemble à cette rénovation. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est pas l'organisateur. On doit travailler ensemble, c'est pour ça que j'avais fait des groupes de travail dès la fin du salon 2016 pour travailler 2018 et que j'ai déjà annoncé que dès le 15 octobre, on va travailler pour faire 2020 parce qu'on va être copié. Oui. On va être copié. Forcément. On va donner des idées. Alors justement, et donc, comme il y en a qui vont être meilleurs que nous dans peu de temps, il faudra qu'on reste les meilleurs. C'est comme ça qu'on fait la compétition. Sur ce mondial, donc on l'a dit, il y a 4 mondiales, il y en a un qui va revenir tous les ans, c'est ça, c'est Mondial Tech? Oui, Mondial Tech. Mondial Tech, nous avons décidé de le faire dans le cadre d'équipe auto, qui est revenu à la porte de Versailles aussi, et qui a lieu au mois d'octobre, parce que là encore, la technologie automobile et toute l'informatique, etc., évolue tellement vite. On s'est dit, on ne peut pas attendre 2 ans, le prochain salon, qui est en alternance avec Francfort, et on s'entend bien avec Francfort. On ne peut pas attendre 2 ans pour présenter les nouvelles technologies. Donc comme il y a ce beau salon, qui est un salon B2B, oui, c'est pas le même, qui est un salon B2B comme est Mondial Tech, donc on s'est dit, mais c'est l'endroit idéal pour le faire tous les ans. Las Vegas se fait tous les ans. Absolument. Donc Genève, qui est un autre salon, mais qui n'est pas B2B, qui est un autre salon, tous les ans aussi. Se fait tous les ans, donc Mondial, il faut le développer. Mondial, c'est à la porte de Versailles, c'est dans les rues de Paris, ça sera dans un autre salon, avec Hippoto. Et donc, la marque Mondial doit vivre et doit servir, parce que moi je considère que le salon de Paris, c'est la vitrine, bien sûr, alors de la plateforme de filière automobile, parce qu'on est français quand même, mais moi, en tant qu'organisateur, c'est de toute la filière mondiale qui doit être là, qui doit montrer ses nouveautés, ses innovations, et il le prouve. Depuis ce matin, j'ai assisté à pas mal de conférences de presse, et vous l'avez souligné, il y a beaucoup de lancements mondiaux, donc c'est extraordinaire qu'ils aient choisi Paris, et certains constructeurs me l'ont dit. Nous, on choisit Paris pour présenter nos nouveautés. Alors, parmi les absents, nous, en tant que journalistes, on a discuté avec certains. Il y en a certains qui, finalement, auraient aimé être là, qui n'avaient pas les moyens. Est-ce que cette année, on le voit un petit peu, les stands sont un peu plus modestes que par certaines années. Est-ce que ça peut, cette modestie, je ne vais pas dire retrouver, mais est-ce que ça peut permettre à certains de revenir en se disant, finalement, on peut exister avec nos petits moyens dans un grand salon comme Paris? Mais bien sûr, parce que d'abord, c'est pas moi qui leur demande d'avoir des cathédrales. Parce que c'est ça qui coûte cher. C'est pas mes mètres carrés que je leur loue. Ça fait partie du coût. Mais j'ai réduit mes prix, moi, de surface. Ce qui coûte cher, c'est le personnel. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de réduire de 5 jours et d'enlever un week-end. Donc j'ai pris un risque en réduisant les jours. Mais je vais dans leur sens. Et c'est pas moi qui leur demande de construire des cathédrales. J'en suis content. Parce que c'est magnifique. Mais effectivement, ça coûte cher. Mais je pense qu'on peut raconter une histoire. On peut être au contact avec sa clientèle, potentielle ou actuelle, ou future, en présentant autre chose, et certains l'ont compris parce qu'ils présentent des stands renouvelés sur des plus petites surfaces, donc il faut que je trouve d'autres exposants pour combler, mais c'est vers ça qu'on se dirige, et c'est plus vers les énormes stands qui effectivement leur coûtent très cher, mais ça fait partie de la rénovation. Ça fait partie de la rénovation et je pense qu'on va encore évoluer dans 2 ans. Et c'est la leçon qu'on va tirer le 14 octobre au soir de ce qu'il faudra améliorer. C'est comme ça qu'on gagne une compétition. C'est en tirant les leçons du match ou du combat qui s'est déroulé pour améliorer l'entraînement futur. Et notre entraînement futur, ça sera travailler dur pendant 2 ans pour le prochain salon 2020. Voilà, retour sur le plateau du garage ici mondial. Jean-Claude Giraud, il est bonhomme, il y croit à ce mondial. Oui, il y croit et puis il a raison parce que on le voit, c'est la tendance en pleine évolution. Il n'y a pas un média, il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de la mobilité, alors parfois de façon positive, parfois un peu négative avec tout ce qui se passe, les problèmes de diesel, de pollution. Donc oui, il y croit et je serais tenté de dire il a raison et d'apporter autre chose que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Sébastien, je me tourne vers vous. Alors, on est dans les premières heures du mondial. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a comme une bonne fréquentation. Et puis, en passant tout à l'heure voir votre stand, je crois qu'il y avait une certaine affluence chez vous.
comment vous qualifieriez ce début ? Ce début de mondial pour moi me paraît plutôt positif. Toutes mes équipes étaient prises. Effectivement, il y a une belle affluence. On est sur un vecteur qui est porteur. Si on arrive à allier quelque chose qui est très intéressant, qui est l'économie et l'écologie. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez rare pour le souligner. Et du coup, ça fait venir les gens. Parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des économies, comme je dis. Ouais. Et donc, sur le budget carburant, qui est quand même un budget assez significatif dans un ménage, quand on arrive à le diviser par 2, ça donne du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que ça attire forcément un peu les gens et ça les fait venir sur le stand. Je vous pose un peu la même question. C'est certes le début, mais vous avez déjà une bonne affluence, un bon trafic chez vous ? Oui, alors pour le coup, j'ai pas l'expérience de mon confrère. Puisque justement, alors, on est novice, mais en tous les cas, non, pour nous, c'est extrêmement positif. On a eu les 2 journées presse où on a fait vraiment beaucoup de contacts. Aujourd'hui, on va avoir du client, on va avoir du contact, peut-être pour de potentiels revendeurs. Et là, ça va être mon rôle au sein d'EasyWatt de développer, si vous voulez, un maillage commercial de revendeurs et puis faire des contacts aussi sur des entreprises pour vendre éventuellement de la flotte d'entreprises. Et évidemment, le client particulier qui, comme je le disais tout à l'heure, on lui propose une alternative. On est dans une évolution, je dirais même une révolution, où l'électrique va prendre de plus en plus de place comme énergie propre. On parlait du bioéthanol tout à l'heure. On s'inscrit dans ce green effect. Vous vous présentez comme le spécialiste français du 2 roues électriques, en gros, si je schématise. Vos produits viennent d'où ? Ils sont conçus où ? Vous les fabriquez comment ? Et où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, pour le coup, aujourd'hui, nos produits viennent de Chine parce que, faut être très clair, ils ont l'expertise, ils ont la matière grise pour faire de bons produits avec des batteries. Eux, en Chine, ça fait déjà 15 à 20 ans qu'ils travaillent sur de l'électrique. Donc, ils savent comment faire. Par contre, à la différence d'autres entreprises, on n'importe pas n'importe comment, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a un bureau d'études là-bas avec un contrôleur qualité et une personne dédiée. Donc, 2 Français, dont un qui vit depuis une quinzaine d'années en Chine, et donc qui font l'interaction en fait entre les usines avec lesquelles on a décidé de travailler, et on va contrôler vraiment de A à Z, de la fabrication jusqu'à la commercialisation en France. Donc on est sûr de la qualité de nos produits et de ce qu'on met en vente au niveau français. Ensuite, vous posiez la question par rapport à comment se fait la revente en France. Alors pour le moment, de 2 façons, comme je disais tout à l'heure, on a 10 mois d'existence. De 2 façons, une première avec un site marchand, où là c'est plus le particulier qui va pouvoir aller voir les modèles et commander en ligne avec des systèmes de paiement en 4 fois sans frais par exemple. Et autrement, on est en train et là ça va être mon travail aussi, de tisser un maillage commercial sur le territoire français pour avoir des revendeurs. Et ensuite, on compte aussi sur la présence de médias, le bouche à oreille, et puis la volonté qu'on a de faire grandir EasyWatt, notre start-up. Vous visez plutôt le revendeur spécialisé, la grande distribution, ça va dépendre des produits ? Alors, pas la grande distribution, pour le coup on va vraiment aller sur le revendeur spécialisé, que ce soit sur du cycle ou sur de la moto, puisqu'on a une partie scooter, une partie cycle trottinette, qui s'intéresse à l'électrique, qui croit en cette évolution et en cette technologie. Et ensuite on va aller aussi vers les entreprises, vers les régions, vers les communes, vers les loueurs pour vendre des flottes. Et ensuite on espère que tout ça va nous permettre de développer différents canaux de distribution. Alors je vous pose la même question, Sébastien. Vos produits, on peut les trouver où ? Et ils sont fabriqués, c'est vous qui les concevez ? Alors effectivement, on conçoit tous nos produits, ils sont tous fabriqués en France. Alors bien évidemment, les composants viennent du Japon, comme tous les composants électroniques, parce que c'est essentiellement de l'électronique qu'on retrouve dedans. Ouais. Mais tout est fabriqué en France, à Angers très exactement, concernant les cartes électroniques, et c'est assemblé en région parisienne. Alors où est-ce qu'on trouve ? On a un réseau de 1000 garages aujourd'hui en France, sur notre site internet, donc flexfuel-compagnie.com. Vous avez donc la liste complète de nos garages, vous prenez rendez-vous en ligne, et puis vous allez commencer à faire des économies directement. Christophe, ce côté recherche d'économie, tu es un confrère qui officie depuis très 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 longtemps. Est-ce que c'est une tendance que tu ressens parmi tes lecteurs ? C'est quelque chose qui revient souvent aujourd'hui. On est obligé d'en parler maintenant ? Oui, parce que on le voit, il suffit d'aller à une pompe, à une station-service et puis de voir comment le prix du carburant a vraiment gonflé, pour pas dire autre chose. Donc le 85, c'est une bonne solution. C'est vrai que c'est un carburant qui est encore en dessous du 1 euro et qui n'est pas taxé. C'est vrai que les constructeurs automobiles, en tout cas en France, s'y mettent assez peu. Donc il y a des solutions alternatives comme vous proposez qui permettent. Et c'est vrai que
ce qui est génial dans l'automobile, en fait, il y a un côté passion, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir avec une belle voiture en fonction de ses moyens, bien sûr, mais il y a quelque chose. Et puis d'un autre côté, ça reste quand même le deuxième poste de dépense des ménages, donc il y a un côté rationnel qui est derrière ça. Donc passion, rationnel, la contrainte. Donc c'est intéressant ce mélange. Et effectivement, une fois qu'on s'est fait plaisir, peut-être qu'on cherche sur l'usage de la voiture à baisser ses coûts, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi finalement les constructeurs ne proposent pas plus ce type de carburation, le 85 puisque, comme tu dis, c'est un carburant qui vaut autour de 70 centimes du litre, un peu moins. Alors en moyenne en France, on est effectivement à 68 centimes. C'est intéressant. Hein. Et finalement, ça demande juste une conversion qui n'est pas très très compliquée à faire, puisqu'on peut le faire avec un petit boîtier qu'on pose dans sa voiture. Pourquoi est-ce que les constructeurs, d'après toi, n'y viennent pas plus, ne le proposent pas plus? Alors, c'est une bonne question. Moi, tu disais de mon grand âge, et zut, ça se voit tant que ça. J'ai connu le GPL, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, début des années 2000, le GPL avait le même principe, c'est-à-dire détaxé, et certains constructeurs s'y sont mis, et puis ils ont très vite arrêté sans trop réellement savoir pourquoi. Et j'ai un souvenir, et on a connu ça ensemble, il y avait un des gouvernements, je ne sais plus, je crois qu'on était au milieu des années 2000, avec Alain Prost qui avait mis en avant pour promouvoir le bioéthanol. Il y avait Ford avait énormément participé, je crois, dans la Marne. Et puis ça a été comme un soufflet, si j'ose dire, c'est monté, puis tout d'un coup ça a fait plop. Pourquoi ? C'est difficile à dire, c'est pas un problème technique parce qu'effectivement c'est un boîtier, alors ça demande parfois quelques adaptations mais c'est pas extrêmement compliqué, on change pas totalement la structure de la voiture. Donc c'est vrai, je serais presque tenté de dire, ça serait qu'on pose la question aux constructeurs pour leur dire mais pourquoi vous n'y êtes pas ? D'autant plus que ça existe dans d'autres pays. Alors vous, j'imagine que ça vous arrange, finalement. Pas spécialement, parce qu'on n'est pas du tout sur la même clientèle. Entre un client qui va mettre 25, 30 ou 35 000 euros dans une voiture neuve et un client qui possède déjà sa voiture ou qui va acheter un véhicule d'occasion dans les 10-15 000 euros, c'est nos principaux clients, c'est quand même pas du tout la même typologie. On n'est pas sur le même pouvoir d'achat. Moi, j'ai un avis vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'au début, quand on a lancé l'éthanol, c'était en 2007, j'ai commencé à installer des boîtiers à cette époque, et en fait, il y a eu une annonce de développement de stations où les pétroliers derrière n'ont pas suivi. Donc effectivement, il y a eu des modèles qui sont entrés sur le marché, et vu que les stations n'ont pas suivi le développement tout de suite, ça s'est assez vite. C'est comme la voiture électrique, c'est la poule et l'œuf. Voilà, exactement. Ouais. Donc la seule solution aujourd'hui, effectivement, vu qu'on n'a qu'un seul modèle qui est disponible, qui est la Golf Multifuel, c'est de pouvoir installer. Alors, soit tout le monde doit rouler en Golf, c'est assez compliqué, soit effectivement installer oui, sans doute, c'est un très bon véhicule, mais tout le monde n'a pas envie de rouler en Golf, donc il y a effectivement cette possibilité d'avoir n'importe quel véhicule essence et de pouvoir le convertir, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus souple. Allez, pour finir, puisqu'on est au mondial, on va rêver un petit peu. Il y a quand même beaucoup de véhicules. Les constructeurs qui sont là sont venus avec beaucoup de nouveautés. C'est ça que je trouve assez encourageant. Si tu avais un ou deux coups de cœur très vite, comme ça. Allez, moi je vais aller chez le Lion, je vais aller chez Peugeot, l'AI Légende. L'AI Légende, c'est un concept. C'est un concept. Après en voiture, voilà, on échangeait avant le plateau. C'est vrai que le Jimny chez Suzuki, qui est assez marrant, je sais que tu aimes bien aussi. J'aime bien aussi parce que c'est atypique dans le paysage automobile, petit 4x4, vrai 4x4, un vrai parti pris de baroudeur. On en voit peu à Paris, en revanche dès qu'on va dans une région montagneuse, on ne voit plus que ça, on a l'impression de ne plus voir que ça. Et toi aussi, donc apparemment. Ouais, j'ai trouvé ça sympa, puis j'ai eu la chance de conduire la voiture, et c'est vrai ce que tu dis en 4x4, c'est absolument bluffant, ça grimpe aux arbres, comme on dit. Et puis c'est un retour ça reste malgré tout assez rustique comme véhicule, et c'est un retour à la voiture où on la sent vivre, et c'est ça qui est finalement amusant. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit tour du salon Alors moi oui, j'ai fait un petit tour du salon. Un petit coup de cœur très vite. Aston Martin, je suis fan, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est le nouveau modèle de l'Avantage, me plaît vraiment beaucoup. On est dans un autre niveau par rapport au Jimny. Ça c'est sûr. Et vous, Pierre, mais avec un boîtier éthanol, vous avez eu le temps de tourner aussi? Alors j'ai eu très peu de temps pour être très honnête, mais non, pour le coup je suis passé voir les constructeurs français. Alors moi j'ai aussi eu un coup de cœur au niveau de la ligne, j'ai pas eu le temps d'aller la voir en détail, mais c'est la nouvelle Peugeot 508, notamment le break. Le break SW. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. On va pouvoir essayer très bientôt. Voilà, et sur un petit coup de cœur, j'ai eu le temps d'aller me balader chez Audi. J'ai vu la nouvelle A1 et le Q8, et c'est vrai que ce sont deux
deux très jolies voitures, une petite citadine un petit peu bodybuildée qui est vraiment très sympa, et le Q8 qui est voilà, la nouveauté où ils ont des lignes assez agressives, sportives, et franchement ça a l'air d'être de très très beaux véhicules. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dès demain soir pour un nouveau garage ici au Mondial. D'ici là, n'oubliez pas les rediffs et le replay, et les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.